L'air était lourd de peur. L'incertitude et la méfiance étaient palpables à chaque coin de rue. Le monde se remettait encore des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Les cicatrices de la guerre étaient visibles dans les villes détruites et dans le cœur des gens. Mais, comme nous le verrons dans cette vidéo, nous sommes toujours dans l'ombre de ces événements. Même aujourd'hui, nous ne parvenons pas à sortir du gouffre économique dans lequel nous sommes tombés en tant qu'humanité. Friedrich Hayek, un économiste qui a été témoin direct de la montée du fascisme, a lancé un grave avertissement, toujours pertinent aujourd'hui. Ces paroles ont résonné dans une Europe qui cherchait à se reconstruire. Il pensait qu'un contrôle gouvernemental excessif sur l'économie n'était pas seulement inefficace, mais dangereux. La bureaucratie, selon Hayek, pouvait devenir un instrument d'oppression, une sorte de cauchemar kafkaïen. Pour Hayek, la liberté économique était indissociable de la liberté politique. L'une ne pouvait prospérer sans l'autre, comme les deux faces d'une même médaille. Il soutenait que la planification centralisée, même bien intentionnée, pouvait ouvrir la voie à la tyrannie. L'histoire regorgeait d'exemples de la façon dont le pouvoir absolu corrompt absolument. Ces craintes résonnèrent profondément à l'ombre des régimes totalitaires. Les images des dictateurs et de leurs défilés étaient un rappel constant des dangers du pouvoir concentré. Les idées de Hayek ont trouvé un terrain fertile après-guerre. La reconstruction économique et la croissance ont été considérées comme la preuve de l'efficacité du libre marché. L'Occident, mené par les États-Unis, a adopté le capitalisme de libre marché comme rempart contre le communisme. Le récit de la prospérité économique est devenu un symbole de liberté. Mais les avertissements de Hayek allaient au-delà de la lutte entre l'Est et l'Ouest. Ses préoccupations étaient universelles et intemporelles. Il a mis en garde contre le pouvoir séduisant de l'intervention gouvernementale sous toutes ses formes. La tentation de céder des libertés en échange de sécurité était un danger constant, un véritable pacte avec le diable. Il défendait l'idée que, même dans les démocraties, l'expansion incontrôlée du pouvoir étatique pouvait corroder les libertés individuelles et mener à terme à l'oppression à travers toutes ces institutions, par exemple le fisc ou les douanes. Une vigilance constante et la défense de la liberté étaient essentielles pour éviter de tomber dans l'ombre de la dictature, pour ne pas se retrouver face à un nouveau régime autoritaire. L'idée principale de Hayek était simple, mais puissante. Il croyait qu'une économie de libre marché, avec très peu d'intervention de l'État, était le meilleur moyen de protéger la liberté individuelle. Un peu comme nos marchés animés, pleins de vie et d'échanges, vous voyez ? Selon lui, le système des prix agissait comme une main invisible, coordonnant les actions de millions de personnes et d'entreprises. Pensez à la bourse ou à un supermarché rempli de produits et d'options. Ce système décentralisé, défendait-il, était bien plus efficace et innovant que n'importe quelle économie planifiée et centralisée. Comme nos PME, qui sont le moteur de la France. Hayek voyait aussi un lien clair entre liberté économique et liberté politique. Lorsque les personnes sont libres de faire leurs propres choix économiques, elles dépendent moins de l'État. Comme la petite épicerie du coin ou les décisions familiales concernant le budget. Cette indépendance économique, affirmait-il, encourage l'autosuffisance et la résistance à la tyrannie. Tout comme nos agriculteurs ou les jeunes entrepreneurs qui créent quelque chose de nouveau. En revanche, une société où le gouvernement contrôle la production peut facilement tomber dans la dictature. Pensez à ce qui s'est passé sous le régime de Vichy. Les avertissements de Hayek concernant les dangers d'un pouvoir gouvernemental débridé étaient particulièrement pertinents lorsqu'il s'agissait de la question de la propriété foncière. Hayek croyait fermement que la terre n'était pas simplement une ressource parmi d'autres, pouvant être achetée et vendue sans conséquence. La terre, argumentait-il, n'était pas une marchandise comme les autres. Elle était le fondement sur lequel toute l'activité économique reposait. Sans accès à la terre, les opportunités économiques étaient fortement limitées. Par conséquent, il pensait que la concentration de la propriété foncière entre les mains de quelques-uns représentait une grave menace pour la liberté, tant économique que politique. Cette concentration pouvait conduire à un contrôle disproportionné sur la société. Hayek était particulièrement préoccupé par le phénomène de la spéculation foncière. Cette pratique, affirmait-il, gonflait artificiellement les prix des terrains
rendant de plus en plus difficile pour le citoyen ordinaire d'accéder à la propriété ou de créer une entreprise. La spéculation créait une barrière infranchissable pour beaucoup, presque comme une taxe moderne sur la production alimentaire, à l'instar de l'ancien droit de mouture que l'on payait autrefois aux moulins. Le résultat, selon lui, était une société déchirée par les inégalités, où une petite élite détenait un pouvoir économique et politique absolu. Cette élite pouvait dicter les conditions de vie de la majorité, perpétuant un cycle de pauvreté et d'exclusion. Malgré cette ferme opposition à la spéculation foncière, Hayek ne nous dit pas comment nous pourrions l'abolir, et cette omission est peut-être son plus grand échec. Cependant, dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les idées de Hayek sur l'importance du libre marché ont gagné une large acceptation. Ces théories ont influencé la politique économique mondiale, promouvant la déréglementation et un rôle moindre de l'État dans l'économie. Les gouvernements du monde entier se sont lancés dans d'ambitieux programmes de privatisation, vendant des entreprises et des actifs publics au nom de l'efficacité économique. Ce mouvement promettait une plus grande compétitivité et une croissance économique accrue, une sorte de choc de gestion à l'échelle mondiale. Si la privatisation a apporté certains avantages, elle a également eu des conséquences imprévues, même pour Hayek lui-même, notamment en ce qui concerne la propriété foncière. Les gouvernements ont privatisé les terres comme s'il s'agissait de n'importe quel autre bien public. Et, de manière générale, le transfert de ces actifs à des mains privées a été entaché de corruption, avec des multinationales, principalement américaines, payant des prix dérisoires à des gouvernements corrompus. Un peu comme ces scandales de pétrole facile que l'on voit parfois. Ces quelques richesses, qui auraient dû être destinées à une juste redistribution au sein de la population, n'ont servi qu'à enrichir de nouveaux politiciens. Une véritable fête de la privatisation. Ainsi, la privatisation des terres, souvent réalisée avec peu de réglementation ou de supervision, a conduit à un transfert massif de richesses des mains publiques vers les mains privées. Cela a créé un environnement dans lequel les grandes entreprises et les particuliers fortunés pouvaient acquérir de vastes étendues de terres. Dans de nombreux cas, cela a conduit à la concentration de la propriété foncière entre les mains de quelques individus et entreprises fortunées, une situation qui rappelle beaucoup l'époque des coronéis dans l'intérieur du Brésil. Les inégalités dans la répartition des terres se sont accentuées, avec un fort impact sur les communautés locales. Les conséquences étaient prévisibles. Augmentation du prix des terrains, accroissement des inégalités et un sentiment croissant d'injustice, presque comme un MST en formation. Les communautés touchées ont commencé à protester, exigeant une répartition plus équitable et plus juste des ressources. Avec la spéculation immobilière de plus en plus intense, le coût du logement s'est envolé. Pour ceux qui étaient déjà propriétaires, c'était comme gagner au loto. Du moins, c'est ce qu'ils pensent, car en réalité, ils n'ont aucun gain réel, puisque leurs enfants devront payer beaucoup plus cher pour les mêmes maisons. C'est une situation terrible. Mais pour les locataires, ce fut une tragédie. Les locataires se sont retrouvés dans une situation difficile, pris en étau entre des loyers croissants et des salaires stagnants. Les conséquences de cette crise du logement ont été profondes. Des familles ont été forcées de choisir entre payer le loyer et mettre de la nourriture sur la table. Un véritable dilemme cornélien. La population des sans-abri a augmenté et le tissu social des communautés a été sérieusement affecté. Le rêve de devenir propriétaire, autrefois un pilier de la classe moyenne, est devenu de plus en plus inaccessible pour beaucoup. Section 6. L'érosion des gains de productivité. Les impacts négatifs de la spéculation immobilière se sont étendus bien au-delà du marché immobilier. Avec l'augmentation du coût des terrains, le coût des affaires a également augmenté. Les petites entreprises, en particulier, ont eu de plus en plus de mal à concurrencer les grandes sociétés qui pouvaient se permettre des loyers exorbitants. Un véritable combat de David contre Goliath. Cela a eu un effet dévastateur sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Au lieu d'investir dans de nouveaux produits et services, les entreprises ont été forcées d'allouer de plus en plus de ressources simplement pour faire face à la hausse des loyers. Ceci, à son tour, a conduit à une croissance économique plus lente et à des salaires stagnants pour les travailleurs,
presque comme une sorte de bulle immobilière inversée. 7e section. Une crise mondiale. Les problèmes liés à la spéculation immobilière ne se limitent pas à un seul pays ou à une seule région. Des favelas de Rio de Janeiro aux bidonvilles de Mumbai, les effets déstabilisateurs de la spéculation immobilière se font sentir dans le monde entier. La crise financière mondiale de 2008, par exemple, a été en grande partie causée par une bulle spéculative sur le marché immobilier américain. Pensez à la crise des subprimes. La crise a exposé l'interconnexion des marchés financiers mondiaux et les dangers de la spéculation effrénée. C'est comme une partie de risque. Si un marché s'effondre, les autres peuvent suivre. Elle a également souligné le besoin urgent d'une approche plus juste et durable de la propriété et du développement des terres. Une approche qui, disons, ne finisse pas comme Pompéi. 8e section. Briser le cycle. Relever les défis posés par la spéculation foncière exige une approche multidimensionnelle. Les gouvernements doivent jouer un rôle actif dans l'élimination de la spéculation foncière, tant urbaine que rurale. Ils doivent contenir la spéculation et garantir que la terre soit utilisée de manière à bénéficier au bien commun, un peu comme la sagesse des anciens paysans. Maintenant, éliminer la spéculation immobilière. Cela semble être un défi complexe, mais il existe des solutions efficaces qui peuvent être mises en œuvre simplement en appliquant un impôt sur les terrains non utilisés. Cet impôt serait appliqué comme si le terrain était construit, ce qui encouragerait les propriétaires à développer leurs propriétés plutôt que de les garder vacantes dans l'espoir que leur valeur augmente. Un impôt sur les terrains vacants, comme s'ils étaient bâtis, rendrait les logements accessibles, dès le niveau de l'impôt lui-même. Mais, encore mieux, l'argent collecté serait suffisant pour éliminer tous les autres impôts nuisibles. Ainsi, le peuple atteindrait la véritable liberté économique tant vantée par M. Hayek. En éliminant tous les impôts et en les remplaçant par un impôt unique sur la seule valeur du terrain, nous créerons un nouveau modèle alternatif de propriété foncière pour l'anoblir, pour lui rendre son rôle de ressource naturelle vitale. Un peu comme le respect que nos grands-parents avaient pour la terre. Ce serait une façon de nationaliser la terre des grands propriétaires terriens pour le peuple. Et il ne serait pas nécessaire de confisquer ou d'exproprier un seul mètre carré. Il suffit d'appliquer cet impôt sur les terrains vacants et non utilisés de, disons, 200 € par an. De cette façon, nous pouvons privilégier l'accessibilité économique, la durabilité et le contrôle communautaire du territoire. 9e section. Vers un avenir plus équitable. L'héritage de Friedrich Hayek, associé à sa position sur la spéculation foncière, combiné à la suppression de tous les impôts et à leur remplacement par un impôt unique sur la valeur du terrain, prend forme. C'est ainsi que la perspective de Hayek se complète et prend tout son sens. Concrètement, pensez à la taxe foncière, mais en beaucoup plus radical. Ces idées sur l'importance de la liberté économique sans intervention de l'État sont plus pertinentes et valables que jamais aujourd'hui. Un peu comme le libéralisme d'Eugène Guden, pour mieux comprendre. Cependant, son travail sert également d'avertissement quant aux dangers des forces incontrôlées du marché immobilier. C'est comme ce qui s'est passé avec la bulle immobilière de 2008, pour vous donner une idée. La spéculation foncière, si elle n'est pas maîtrisée, peut saper les fondements d'une société libre et prospère. Pensez à l'urbanisation sauvage, qui a détruit tant de nos côtes, comme à Rio de Janeiro. En adoptant une approche plus équilibrée et plus juste de la propriété foncière, nous pouvons créer un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir, comme les jardins communautaires, qui sont de plus en plus populaires, à l'instar de ceux qui existent à São Paulo. Un monde où le droit au logement est garanti, où les communautés sont autonomisées, comme c'est le cas avec le bénévolat, une véritable richesse de notre pays, comme le travail de la CUFA, et où les bénéfices de la croissance économique sont partagés plus largement. Tel est le défi de notre temps. La crise économique mondiale et le manque d'accès au logement sont des problèmes interconnectés qui exigent une solution urgente. Il est temps d'agir et de mettre fin à la spéculation foncière, en privilégiant le bien-être des personnes plutôt que le profit économique. Nous devons nous engager comme lorsque nous soutenons l'équipe du Brésil lors d'une finale de Coupe du Monde.
avec la même ferveur et la même détermination.